Certains silences sont plus bruyants que n'importe quel hurlement. Cette jeune fille ne dit mot. Elle se contente d'exister dans les décombres d'un monde qui n'a jamais voulu lui laisser son innocence. Dans ce pays en lambeaux, où les murs des orphelinats ont la couleur de la cendre, et dont les couloirs résonnent inlassablement des claquements sinistres d'escarpins sanglants. Ici, la vie est une équation simple. Subir ou devenir l'orage. Alors quand même les portes se verrouillent et que l'enfer dévore tout, l'esprit ne meurt pas. Il cherche juste une issue, un moyen différent d'exister. Cette jeune fille s'est réveillée là où le temps n'a plus de prise, au fond d'un gouffre, un non-lieu qui a pour nom l'abîme. Ni un paradis, ni un enfer, juste un purgatoire de l'esprit. Le miroir de ses souffrances, le théâtre surréaliste de ses souvenirs. Chaque pas en avant est un combat. Contre un poids, une gravité sourde qui lui intime de rester au fond, là où il serait si facile de s'effacer pour de bon. Dans ce monde, on ne survit pas avec des mots, mais bien avec la rage rivée au corps. Bienvenue, installez-vous et laissez-moi vous parler de Silly Polybeast, un petit jeu indépendant qui n'est autre qu'un véritable vent de fraîcheur et d'originalité, et dont l'histoire sombre recèle nombre de secrets. Il a été développé par le studio indépendant Engie Games, basé au Royaume-Uni, et surtout composé d'un seul développeur, Andrei Tchernyshov, qui a travaillé d'arrache-pied sur ce jeu depuis 2020. Il a déjà quelques petits jeux à son actif, mais rien de l'ampleur de celui-ci. Le jeu est sorti le 11 octobre 2024 et n'a malheureusement pas fait énormément parler de lui, alors qu'il mérite clairement beaucoup plus d'attention. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller le découvrir par vous-même si vous êtes friand de survival horror, de beat'em all et de shooters bien énervés. Le jeu donne l'impression d'un croisement entre le côté anxiogène de Silent Hill et la frénésie sanglante d'Hotline Miami. Sa direction artistique est un modèle de poésie macabre. Le développeur y mêle avec un grand souci du détail une architecture soviétique délabrée à des panoramas mystiques et surréalistes. Le tout porté par une bande-son rock bien lourde et violente qui donne tout son caractère aux affrontements et une ambiance bien pesante au reste du jeu. Maintenant que cela est dit, rentrons dans le vif de notre analyse en commençant par une petite explication de l'histoire. Polly est une adolescente mutique. Elle ne communique que par écrit et ne semble que principalement communiquer avec sa sœur, Alice. Elle est orpheline, comme beaucoup d'autres enfants, puisqu'il semblerait que nous nous trouvions dans un pays en période d'après-guerre. La ville est en partie détruite, les bâtiments sont délabrés. L'ambiance générale est tendue et dépressive. Il y a énormément d'orphelins et beaucoup d'orphelinats, souvent peu recommandables, qui ont ouvert leurs portes. Elle semble être la résidente la plus âgée et harcelée par Margot, l'infirmière, et régulièrement corrigée par Valentina, la gouvernante, sur dénonciation de cette même Margot. Elle vit un réel enfer et refuse que les plus petits souffrent, eux aussi. Alors un jour, avec l'aide de sa sœur Alice, elle décide de les faire évader. Pour cela, Alice réalise un plan pour qu'ils rejoignent le garage du bâtiment, de par lequel ils pourront s'échapper et prendre une barque pour rejoindre l'autre rive du lac. C'est là-bas que Polly les rejoindra après avoir fait diversion auprès de Valentina en se faisant corriger, puis en déclenchant un incendie. On peut d'ailleurs, dès les premières minutes du jeu, voir l'épaisse fumée noire se dégageant de l'orphelinat, et entendre une télé parler du drame et de la police à la recherche d'une jeune fille, mais sans le comprendre par manque d'informations. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu. Polly et Alice ont oublié que cette nuit-là, la porte du garage était verrouillée, comme chaque semaine. Les enfants et Alice qui les accompagnent ne peuvent donc s'enfuir et meurent tous dans l'incendie.
Étant au sous-sol, Polly est la seule rescapée du drame et s'enfuit pour échapper à la police qui est déjà sur ses talons. Poursuivie, elle tombe dans un trou d'égout et perd connaissance. Elle se réveille dans un monde étrange, aux architectures et agencements surréalistes, se rapprochant d'une forme d'au-delà ou tout du moins d'entre-deux mondes, nommée l'Abîme. Elle y est accueillie par le souverain des lieux, le Tourmenté, et son loup. Celui-ci lui promet qu'elle s'en sortira et qu'elle retrouvera sa sœur si elle accomplit une mission pour lui, tuer 3 démons. Elle accepte. Il lui fournit une arme, et c'est ainsi que démarre le jeu. Maintenant que nous avons l'histoire, enfonçons-nous plus profondément dans les thématiques du jeu. Il est déjà, je pense, important de revenir sur l'orphelinat lui-même et ses habitants, pour mieux comprendre ce qui a poussé Polly à commettre l'irréparable. Dans cet orphelinat, enfin surtout depuis que Valentina et Margot en sont aux commandes, les règles sont d'une dureté extrême et la morale n'y a pas sa place. En effet, les filles et les garçons n'ont pas du tout les mêmes droits et n'ont pas accès aux mêmes activités. Les travaux manuels sont notamment complètement interdits aux filles, ce qui posera un véritable problème pour Polly, puisqu'elle est très douée de ses mains. Elle trouve même un refuge dans l'atelier avec son professeur qui la laisse librement exprimer sa créativité et l'encourage à continuer. Mais c'était sans compter sur Margot. Qui les dénonce et fait renvoyer le professeur sur le champ, laissant Polly sans aucun échappatoire face aux horreurs qu'elle vit. C'est la goutte de trop. Margot ne cherche toujours qu'une chose, torturer Polly. Elle joue avec l'orphelinat comme avec une maison de poupée et semble se nourrir de la souffrance de tous ses habitants, mais Polly est sa préférée. Et elle aime tout particulièrement la voir au plus mal. C'est pour cela qu'elle passe son temps à la pousser à l'erreur et à la colère pour pouvoir envoyer Valentina la corriger avec une grande violence. Elle est ainsi régulièrement emmenée au sous-sol où elle subit maltraitance sur maltraitance. Étant mutique, Polly est bien sûr dans l'incapacité de se défendre verbalement et d'expliquer ce qu'il se passe. Mais elle sait au moins que tant que la violence est concentrée sur elle, les plus jeunes en subissent moins. Et elle accepte donc son rôle de bouc émissaire, qu'elle n'hésitera d'ailleurs pas à endosser volontairement pour leur permettre de s'enfuir. Et elle ne peut donc que voir enfler sa rage face à une telle injustice, sans pouvoir y faire quoi que ce soit. Mais si cela n'avait concerné qu'elle, peut-être qu'elle aurait pu tenir. Malheureusement, l'orphelinat a des parts encore bien plus sombres, et verse également dans le trafic d'êtres humains, que ce soit en service ou en biens. En découvrant les lieux, on se rend compte que les filles étaient régulièrement emmenées seules dans des salles avec des messieurs contre de l'argent. Ouch. Et que certains enfants disparaissaient de temps en temps après avoir été emmenés au sous-sol. Je parle bien sûr de trafic d'organes.
Oui, apparemment, ces gens n'avaient vraiment peur de rien pour faire de l'argent. Et en ayant conscience de toutes ces horreurs, on comprend beaucoup mieux pourquoi Polly a tenté de tout pour le tout. Autant pour se sauver elle, que pour éviter aux enfants le destin sordide qui les attendait. Et c'est en découvrant son crime, mais aussi toutes les horreurs qu'elle a vécues et subies, que l'on commence à comprendre que l'abîme n'est peut-être pas seulement un monde fantastique étrange ou une sorte d'au-delà, mais bien le monde interne de Polly, où elle lutte contre sa culpabilité et ses peurs. Dans ce monde, les créatures qu'elle affronte ou les mains qui essaient régulièrement de l'attraper et qui la blessent ont l'apparence de corps calcinés dont les braises sont encore rougeoyantes. C'est clairement la culpabilité de Polly qui parle et qui se manifeste en matérialisant l'image qu'elle se fait de toutes les personnes décédées dans l'incendie qu'elle a déclenché, adultes comme enfants. Et les objets qu'elle avait sur elle au moment de sa chute prennent aussi une grande importance dans l'abîme. Le skate, qui pourtant ne lui évoque rien, car elle ne sait pas en faire, devient une arme. Et son briquet est aussi avec elle. Mais l'on comprend aussi que les événements auxquels elle a assisté récemment se retrouvent directement intégrés à ce monde. En fuyant la police, on traverse un immeuble délabré. Et nous y croisons un homme sale et fortement alcoolisé, qui accoste Polly et cherche clairement à obtenir des faveurs sexuelles de sa part. On arrive à lui échapper uniquement parce que quelqu'un l'appelle à l'étage. D'ailleurs, si l'on accepte de s'approcher de lui, le jeu passe au noir et nous laisse clairement comprendre qu'il nous abuse et nous tue. Ce fut une découverte très agréable à faire, mais qui montre encore une fois tout le souci du détail apporté au jeu par son développeur. Puis un peu plus tard, la police repère Polly et s'apprête à l'arrêter, quand cette horrible ivrogne est poussée par la fenêtre de l'immeuble et se tue. Ce qui fait diversion et permet à nouveau à Polly de s'enfuir. Et on retrouve ce personnage dès nos premiers instants dans l'abîme, ce qui peut certes nous laisser entendre que nous sommes dans l'au-delà, cet homme étant mort dans la réalité. Mais je pense que comme les silhouettes brûlées, ce n'est qu'une rémanence des situations qui ont terrorisé ou choqué Polly avant qu'elle ne tombe. Et l'on peut encore le constater par la présence des deux jeunes garçons à qui elle vole leur skate dans sa fuite. Eux ne sont clairement pas morts dans la réalité. Ils n'ont qu'été chassés par la police parce qu'ils faisaient des tags sur le sol. Mais dans l'abîme, elle leur créera toute une histoire où ils passeront d'alliés à ennemis avant de la soutenir à nouveau, comme si son cerveau avait décidé de les utiliser comme un autre support à sa culpabilité. Elle s'en veut de leur avoir volé leur skate, mais surtout elle les associe aux enfants qu'elle a condamnés, et se fait leur bourreau dans l'abîme. Elle fait perdre un membre plus jeune et les rend orphelins, comme si elle ne pouvait pas lâcher l'idée qu'elle blesse ou tue tous les enfants qu'elle croise. Et par l'implémentation de ces enfants dans ce monde, elle s'auto-punit encore pour ce qu'elle a fait. Le cadre général même de l'abîme semble être une rémanence du monde qu'elle a connu durant son enfance. Toute cette histoire de rébellion contre la brume, de villes détruites, d'obus qui tombent sur la ville, de personnes décédées qui refusent de tomber dans l'oubli, semble également au départ appartenir à l'au-delà. Mais en réalité, c'est son cerveau traumatisé par les images d'une guerre qu'elle a vécue bien trop jeune et qui lui a sûrement pris sa famille, qui crée cet univers en écho à son vécu. Comme nous sommes maintenant sûrs de la part psychologique de ce qui se joue dans l'abîme, il est temps de parler des figures majeures que l'on y rencontre. Parlons de la première gardienne des traumatismes de Polly, qui n'est autre que Margot. Lorsqu'on la retrouve dans l'orphelinat de l'abîme, elle a perdu tous ses membres dans l'incendie. Puis ne finit que par apparaître comme une énorme tête. Elle nous épie, nous crache dessus, ce qui peut nous tuer en un instant. Elle est vraiment représentée comme blessant Polly par la parole, le fiel qu'elle déverse sur elle et son regard qui l'espionne et la dénonce pour qu'elle soit toujours plus punie. Vu l'imposante cicatrice qui lui barre la bouche, on peut supposer qu'elle-même a vécu des horreurs. Mais plutôt que de chercher à guérir de ses blessures, elle préfère reproduire ce qu'on lui a sûrement fait subir sur d'autres, et elle s'en délecte. Elle est vraiment l'un des obstacles majeurs de Polly dans sa quête, et surtout dans la guérison de ses traumatismes. Même si c'est Valentina qui la frappait, son vrai bourreau reste Margot. D'ailleurs, elle-même le dit en rappelant qu'elle instrumentalise Valentina et qu'elle l'utilise selon ses désirs. Elle met Polly et Valentina sur un pied d'égalité,
Ce sont ses poupées préférées. Et avant que l'affrontement commence réellement, Valentina vient vers nous et s'écroule, déjà à moitié détruite par Polly. Et Margot cherchera encore à détruire un peu plus la jeune fille en la poussant à l'achever froidement. C'est d'ailleurs un choix que l'on peut faire en tant que joueur, qui ne change pas grand-chose, car peu importe le choix, Margot nous rabaissera et nous attaquera. Elle veut détruire Polly et rien d'autre. C'est peut-être même la seule chose qui lui apporte du bonheur et la maintient en vie. Mais comme on pourra le constater, cela n'est sûrement qu'une manifestation des traumatismes de Polly dans son esprit, qui font tout pour l'empêcher d'avancer. Et dans cette continuité, il est aussi important d'évoquer Valentina, la gouvernante de l'orphelinat. Dans la réalité, elle était une grosse femme à chignons et lunettes, portant des escarpins rouges, ce qui restera son signe distinctif, principal y compris dans l'abîme. Ce qui est très évocateur, car c'est vraiment l'élément qui se trouve à hauteur d'enfant, surtout s'il est au sol pour être corrigé. Mais en plus de cela, ces escarpins rouges évoquent vraiment la brutalité et la soumission. En les voyant, on entend facilement leurs claquements résonner dans les couloirs, inspirant l'effroi aux enfants dans les dortoirs. Là où Margot faisait des dégâts psychologiques, Valentina est vraiment le bras armé de la violence infligée à Polly. Notre rencontre avec elle dans l'abîme est particulièrement parlante. Elle nous poursuit dans l'orphelinat durant une bonne partie de l'exploration. Elle n'est plus qu'une énorme masse de chair calcinée montée sur ses iconiques talons rouges. Elle ne nous laisse que peu de temps pour respirer et dépose des pièges plein les lieux pour espérer pouvoir nous attraper. Comme finalement des pièges étaient tendus en permanence à Polly dans la réalité, pour espérer la voir y tomber et avoir une raison de la corriger. Et là arrive ce passage horrible, qui peut se produire ou non dans votre partie, dépendant de si Polly tombe dans un piège ou non. Elle se fait attraper par Valentina et emmenée au sous-sol dans une véritable salle de torture. Et dans une scène glaçante, Valentina lui signe de ses cornes. Mais vous allez me dire, quelle est cette histoire de cornes ? Eh bien justement, nous y venons. Rappelez-vous que notre mission de départ donnée par le tourmenté n'est autre que de tuer 3 démons. Mais tuer et consommer ces démons nous donne plus de pouvoir, et nous transforme en furie. Imp en anglais. Que je préfère d'ailleurs car je le trouve plus pertinent avec la situation, comme cela signifie diablotin, petit démon, mais aussi simplement garnement, que l'on dirait d'un enfant turbulent, difficile à canaliser. Nous pousse donc 2 cornes après le combat, contre le premier démon, et une queue après le deuxième. Ces nouveaux appendices s'accompagnent d'une grande puissance, nous permettant de persévérer dans notre quête. C'est clairement le symbole de Polly qui devient de plus en plus rebelle et bouillante de colère. Elle n'arrive à avancer face à ses traumatismes qu'en s'emplissant peu à peu de rage. Et Valentina vient encore l'attaquer sur ce terrain-là, venant encore la briser dans sa colère la plus noire, et la laissant encore vulnérable malgré tout ce qu'elle a fait pour s'en sortir. Et si Margot et Valentina représentent les traumatismes qu'on lui a infligés, il y a une entité encore au-dessus, celle qui dicte les règles de ce tribunal mental. Le tourmenté. Dès l'introduction du jeu, alors que Polly court à en perdre haleine pour échapper à la police, c'est sa voix qui résonne dans sa tête et lui murmure de sauter vers sa fin. Autrement dit, c'est lui qui la pousse à se mettre en danger et à le rejoindre. Et une fois qu'elle a touché le fond, il l'accueille sur son trône, flanqué de son loup, qui la traque depuis le début pour lui imposer ce fameux contrat, tuer 3 démons pour pouvoir s'en sortir.
Ce loup d'ailleurs qui lui tourne autour depuis le début et l'a conduit à sa chute pourrait être un symbole de sa dépression ou de sa culpabilité. Elle se sent obligée de suivre sa trace car il lui a pris son briquet. Objet qui est son lien direct avec sa sœur Alice. Il l'emmène vers sa fin, jouant sur son état pour qu'elle prenne des risques et se mette en danger. Mais ce n'est en réalité que la métaphore de son cerveau mis en échec par un enchaînement de chocs bien trop violents à traiter. Elle se met en danger car elle n'a plus rien à perdre et n'est juste pas capable de traiter tout ce qui lui arrive. En lui obéissant et en sautant, elle choisit l'inconscience plutôt que ce qui l'attend dans la réalité. Son corps est encore en action, mais son esprit a déjà lâché. D'ailleurs, l'ironie de la situation est totale si l'on refuse ce pacte au début de l'aventure. Le jeu coupe court et nous montre les policiers en train de repêcher le cadavre de Polly dans la bouche d'égout. Le message est clair. Obéir au tourmenté, c'est la seule façon de rester en vie. Mais en réalité, le tourmenté n'est pas un dieu de l'au-delà. C'est la personnification de la situation tragique de Polly à l'instant T. Il est l'avatar de son propre corps paralysé et inconscient au fond du trou, dans la boue, et de sa culpabilité et de sa douleur qui ont pris les commandes de son cerveau. Le tourmenté lui promet la sortie, mais chaque démon éliminé la transforme en monstre, comme nous le montre l'apparition des cornes et d'une queue. En réalité, le tourmenté la manipule. Plus elle consomme l'essence des démons, plus il prend le contrôle sur elle, la plie à sa volonté et l'enchaîne. Le tourmenté, c'est sa culpabilité qui se nourrit de sa rage. Pour survivre dans son coma, Polly accepte de devenir une furie, une brute épaisse. Mais en faisant ça, elle s'éloigne de son humanité et s'enfonce encore plus profondément dans son délire. Le tourmenté lui fait croire qu'elle se bat pour sa liberté, alors qu'il est en train de la formater pour qu'elle devienne la reine de ce néant, pour qu'elle ne se réveille jamais. Les démons qu'il nous ordonne de traquer, ce ne sont que les insectes et les nuisibles qui grouillent sur elle pendant qu'elle agonise. On peut constater que ces démons, qui ne sont autres que différents insectes, un mille-pattes, un moustique, puis un patineur, friands en plus de flaques boueuses et sombres, font déjà tâche dans le jeu. Ils n'ont rien à voir avec la direction artistique générale et font vraiment un effet étrange. Tout du long, avant de finir par comprendre, je me disais « Mais pourquoi les démons sont-ils des insectes ? Ça fait aucun sens. » Mais bien au contraire, c'était un coup de génie. Ces démons sont donc les stimuli réels qui pourraient la ramener à l'état de conscience, mais qu'on lui demande de tuer pour qu'elle ne puisse jamais revenir à elle. Et donc, en acceptant son pouvoir et en devenant ce fameux imp, Polly accepte de s'enfermer dans ce délire. Le tourmenté, c'est sa propre culpabilité qui lui murmure qu'il est plus confortable de régner sur un royaume de monstres imaginaires au fond d'un trou que de remonter à la surface, assumer la mort des enfants et de sa sœur. L'apparence du tourmenté est d'une ironie dramatique. C'est un être squelettique, figé sur un trône, incapable de bouger, qui ne fait qu'ordonner et regarder. C'est la transposition parfaite de l'état de Polly. Elle est au fond de cet égout, incapable de bouger un cil, paralysée par sa chute. Et c'est justement cette mécanique d'autodestruction qui va voler en éclats lors de notre rencontre avec le troisième démon, le patineur. Contrairement aux deux premiers, ce monstre n'a rien d'agressif. C'est un insecte d'eau, calme, presque poétique, au milieu de cette fange. Et pour la première fois, Polly refuse la violence. Elle baisse son arme et lui fait une offrande. Pourquoi ? Parce que le patineur abrite ce que Polly a de plus précieux. Sa sœur, Alice. Sauf qu'en fouillant les dossiers dans le bureau du directeur de l'orphelinat, on a déjà compris la terrible réalité. Polly n'a pas de famille connue. Alice n'a jamais existé. Le dessin sur le briquet qu'Alice nous a donné est le symbole qu'elles ne sont qu'une seule et même personne, juste dissociées. Face aux violences à répétition, Polly a littéralement fragmenté sa psyché.
Elle a envoyé sa rage et son mutisme en première ligne sous le nom de Polly, pour encaisser les traumatismes, et elle a enfermé sa raison, sa douceur et sa capacité à aimer dans un double imaginaire nommé Alice. Alice, c'est la part de Polly qui est restée paisible et raisonnable. Tout autour d'elle l'a toujours poussée vers la violence, peu importe ce qu'elle faisait, ou peut-être même disait, fut un temps. Elle était toujours considérée comme la vilaine Polly, la sotte Polly. Ce que veut littéralement dire le nom du jeu. Celle qui ne fait que des bêtises, celle qui doit être corrigée. Rectifiée. Et à force d'intégrer cela, elle l'est complètement devenue, car c'est le rôle qu'on lui avait donné dans la pièce. Et elle se devait d'y coller au mieux pour espérer survivre dans ce monde. En refusant d'attaquer le patineur, Polly sort de son rôle et tente enfin de se réconcilier avec elle-même, de redevenir entière. Mais sa culpabilité est un tyran bien trop puissant. Le tourmenté refuse cette paix. Il envoie son loup massacrer l'insecte et arracher à nouveau Alice au bras de Polly. Le message de son inconscient est d'une violence inouïe. Polly s'interdit de guérir. Elle se considère tellement monstrueuse pour avoir brûlé l'orphelinat qu'elle s'oblige à détruire sa propre innocence, sa propre paix intérieure. Pour le tourmenter, elle doit rester une furie, une brute enragée, parce qu'un monstre enchaîné à son trône ne souffre pas du deuil de la réalité. Mais malgré tout, elle arrive à l'affronter et à le tuer. Plus ou moins difficilement, dépendant de combien de nos attributs démoniaques il nous reste. Et une fois le tyran de son inconscient mis à terre, le jeu nous place face à notre propre miroir, à travers 4 fins distinctes, et chacune d'elles représente une issue différente pour l'état psychologique et physique de Polly. Si l'on choisit de rester au fond de l'abîme en gardant nos pouvoirs, Polly s'enfonce définitivement dans son délire. Elle absorbe les pouvoirs du tourmenté, prend sa place sur le trône et se condamne à un coma éternel ou une vie emprisonnée en elle-même, perdue dans sa folie. Où une Alice impuissante ne peut que la regarder régner sur son propre néant. A l'inverse, si l'on fait ce même choix de rester mais en s'étant libéré des pouvoirs, Alice prend les devants, pour un acte de miséricorde ultime. Elle tue Polly, brisant l'illusion de l'abîme pour la libérer définitivement par la mort. Leur cerveau bien trop impacté par ce qu'elles ont vécu se débranche tout seul pour cesser de souffrir. Mais c'est dans la tentative de remonter à la surface, de sortir de l'abîme, que la mécanique de la dissociation se montre la plus violente. En s'échappant avec les pouvoirs, Polly refuse d'accepter qu'Alice n'est qu'une béquille mentale. Elle s'accroche à son briquet.
persuadé d'avoir retrouvé sa sœur comme un être à part entière. Bien qu'il y ait une lueur d'espoir pour démarrer une nouvelle vie, le prix à payer est lourd. Polly reste fragmentée, hantée par la culpabilité et le souvenir de l'orphelinat. Comme on peut le voir par la présence de Valentina qui continue de rôder dans les ombres. La véritable libération ne s'obtient qu'en fuyant l'abîme dénué de tout pouvoir, et donc de toute colère. Polly jette le briquet, laissant Alice s'effacer, puisqu'elle peut à présent être entièrement elle-même, et n'a plus besoin de se fragmenter pour survivre. Elle reconnaît Alice comme étant une partie d'elle-même, et la réintègre à son être. En renonçant à la colère et en acceptant la part d'elle qu'elle avait rejetée, Polly redevient enfin entière, guérie de son passé et prête à affronter la réalité. Et à prendre un nouveau départ, loin de ses démons. Au fond, Silly Polybiст nous tend un miroir d'une violence psychologique rare. L'abîme n'est pas un purgatoire fantastique, c'est la salle d'attente d'un cerveau traumatisé qui cherche désespérément à négocier avec l'innommable. Le jeu nous pose une question terrible, transposable à nos propres vies. Que préférez-vous ? Régner en monstre sur un empire de mensonges pour anesthésier votre douleur, ou accepter de tout perdre, de détruire vos illusions protectrices pour enfin redevenir entier, quitte à finir brisé par la réalité. En choisissant la vérité, Polly jette son briquet, efface Alice et accepte son mutisme, ses blessures, la prison potentielle et le deuil des enfants. C'est la définition la plus pure de l'horreur psychologique. Le monstre à abattre n'a jamais été Margot, Valentina ou le tourmenté. Le véritable boss final, c'était le confort du déni. Et le jeu nous rappelle avec une poésie incroyablement sombre que la guérison n'a rien d'un conte de fées. Guérir, c'est accepter de porter ses traumatismes à bout de bras, plutôt que de rester endormi dans un enfer familier. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à commenter. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets dont vous avez envie de me voir parler. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et puis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.